Merci beaucoup. Shirshasana. Si vous m'aviez dit ce mot il y a 2 ans, j'aurais cru que c'était une planète dans Star Wars ou un plat exotique que je n'ai pas encore testé. Et pourtant, aujourd'hui, Shirshasana fait complètement partie de ma vie. Et m'a même enseigné une leçon que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, laissez-moi vous la montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Une posture de yoga, la tête en bas, suspendue entre l'ancrage et la pesanteur. On lui attribue des vertus incroyables. Une revitalisation du corps, un boost d'énergie, une meilleure circulation sanguine, bref, un vrai élixir de jouvence. Soyons honnêtes, notre corps n'est pas fait pour tenir dans cette position. Notre instinct, nos muscles, toutes nos fibres nous crient « descends de là tout de suite ». Parce que soyons honnêtes. Remontons maintenant un petit peu en arrière. Vous voyez la différence peut-être ? Pour vous donner un petit peu de contexte, je n'ai jamais fait de gymnastique, je n'ai aucun équilibre et j'étais la dernière enfant qu'on choisissait en cours de sport. Donc autant vous dire que je n'étais pas du tout taillée pour tenir un jour sur la tête. Et pourtant, me voici aujourd'hui stable, en équilibre et capable de voir le monde autrement, à l'envers, littéralement. Alors quand j'ai regardé ces vidéos, il y a quelque chose qui m'a frappée. Cette expérience peut être comparée à tout autre challenge. Et c'est pareil en entrepreneuriat. On choisit souvent de voir que les entrepreneurs qui réussissent, qui sont solides, maîtres de leur sujet, confiants, et on choisit rarement de voir l'envers du décor. Mais comment ils en sont arrivés là ? Faire un petit parallèle, c'est la première vidéo et j'aurais pu m'arrêter là. Mais au début, je me posais sans cesse ces questions-là. Et si j'échoue ? Si je ne suis pas assez prête ? Et si je ne suis pas légitime ? Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris. Parce qu'avant d'arriver à tenir sur la tête ou de construire mon entreprise, j'ai réalisé qu'il y avait 3 étapes clés pour se lancer, pour oser au moment de se lancer. Premièrement, visualiser l'objectif avant d'agir. Deuxièmement, oser, poser la première pierre. Troisièmement, apprendre à tomber. Puis avant toute chose, il est important de s'autoriser à rêver. Au début, en cours de yoga, j'observais les autres élèves devant moi et je les admirais. Ceux qui savaient faire cette pose, je les catégorisais directement dans les super forts du cours. J'étais motivée à y arriver moi aussi. Mais comment faire quand je ne l'ai jamais fait ? Vous savez, c'est ce moment-là où le doute s'installe, où rien n'est encore engagé, mais c'est encore possible. C'est comme un vertige qu'on reçoit face à un choix important. Construire une entreprise, changer de carrière, se lancer dans un projet sportif ou tout autre projet. Comment faire quand je ne l'ai encore jamais fait ? Alors, j'ai commencé à imaginer, simplement dans la pose, mes bras solides, mon corps droit, j'étais stable, bref, réussir, quoi. En fait, mon cerveau pensait que je savais déjà faire la pose, alors que mon corps ne le savait pas encore. C'est ce que Timothy Gallwey explique dans son livre The Inner Game of Tennis. Lorsque nous visualisons une action de manière vivante et précise, nous engageons les mêmes voies neuronales que si nous l'exécutions physiquement. En fait, j'étais sans le faire exprès en train de pratiquer une technique qui s'appelle la visualisation, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et ça, la science le prouve. L'étude de Blas-Lotto de l'Université de Chicago en 1996 a étudié l'impact de l'imagerie mentale sur la performance au basketball. Il a étudié des basketteurs, il les a séparés en 3 groupes. Et voici les résultats de son étude. Le premier groupe n'a participé à aucune forme d'entraînement, ni physique, ni mental. Et au bout d'1 mois, ils sont revenus à l'entraînement, ils n'ont marqué aucune progression. Le deuxième groupe s'est entraîné physiquement seulement pendant 1 mois, à raison d'1 heure par jour au lancer franc. Au bout d'1 mois, quand ils sont revenus, on a mesuré leur progression à 24%. Et le troisième groupe s'est entraîné uniquement à visualiser des lancers francs réussis pendant 1 mois, à raison de tous les jours. Quand ils sont revenus à l'entraînement, on a pu remarquer une progression de 23%, à quasi-égalité avec ceux qui s'étaient entraînés physiquement. Et aujourd'hui, de nombreuses études le montrent, la visualisation sert à atteindre les objectifs, améliorer les performances, réduire le stress et l'anxiété, booster la créativité, booster la concentration. En fait, notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre imaginer et faire. En entrepreneuriat, quand on se lance, on se met dans cette petite bulle où on imagine vraiment toutes les étapes du projet. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Les business plans, la planification, les projections financières. Derrière ces outils, il y a une même logique. Se projeter pour mieux agir. Mais attention, au bout d'un moment, il faut sortir du concept pour entrer dans le concret. Pour ma pose de yoga, je continue à imaginer, encore et encore, dans la pose, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Mon corps a commencé un peu à bouillir. J'avais super hâte de poser mes mains au sol. Là, c'était vraiment le moment, OK, il fallait passer à l'action. Et là, le choc.
Dans ma tête, tout était fluide et naturel. Quand il s'agissait de le faire pour de vrai, le chaos. Mes bras tremblaient, mon corps ne tenait pas, je perdais l'équilibre en une fraction de seconde. Le problème, la différence entre ce que j'imaginais et ce que mon corps était capable de faire. Et c'est normal. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, notre cerveau panique. Il nous envoie tous les signaux possibles pour nous arrêter. Alors j'ai parlé à un ami qui coach des athlètes professionnels et il m'a dit une phrase qui a changé ma vision de l'apprentissage. L'expertise, c'est juste un échec répété, mais corrigé à chaque fois. Alors comment oser malgré la peur? Premièrement, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des micro-objectifs. Au lieu de vouloir faire un grand saut en avant, commencez par pouvoir faire une micro-action. Au début, je posais juste mes bras sur le tapis. En fait, ça permettait à mon corps de se muscler progressivement. Très lentement, mais progressivement. Vouloir se lancer en entrepreneuriat, faire un post sur une idée. Parler en public, commencer par poser une question en réunion. Deuxièmement, normaliser l'inconfort. Comme notre cerveau perçoit toute nouveauté comme un danger, la première fois, c'est inconfortable. Mais ce malaise-là se dissipe progressivement par la répétition et par la normalisation. Troisièmement, compter les essais et pas les réussites. Je m'étais fixé un objectif un peu particulier. Je m'étais dit, je dois faire 100 tentatives. En fait, 100 tentatives, impossible de faire ça en un jour, impossible même d'en faire 10 par jour au début. Donc ça m'a pris à peu près 3 mois. 3 mois et 100 tentatives, en fait, c'est beaucoup. Et ça m'a permis de progresser. Puis, avec toutes les chutes qu'il y a eu pendant ces 3 mois-là, chaque chute, je la voyais comme une donnée à la fin. Alors pour les entrepreneurs dans la salle, les managers, les étudiants, la prochaine question n'est pas « suis-je prêt ?», mais quelle est ma prochaine micro-action? Parce que derrière chaque petit pas permet d'aller un tout petit peu plus loin. Et puis derrière chaque chute, de toute façon inévitable sur le chemin, il y a toujours une leçon à en tirer. Et tomber, ça prend. Alors au début, tomber était frustrant. J'avais l'impression que chaque chute me ramenait à zéro, comme si tous mes efforts s'effaçaient. Puis en analysant mes vidéos d'entraînement, j'ai remarqué quelque chose. Je tombais souvent au même endroit. Alors j'ai eu un déclic. Je n'ai pas appris à ne plus tomber, mais j'ai appris à mieux tomber. C'est en comprenant comment bien me réceptionner que, en fait, j'ai apprivoisé la chute. Je la maîtrisais, je la subissais plus. J'en avais plus peur. Et à partir du moment où j'avais plus du tout peur de tomber, eh bien, la progression a été exponentielle. Daniel Coyle, dans son livre The Talent Code, explique un concept clé, la zone d'apprentissage optimale. Il a étudié des artistes d'élite, des athlètes de haut niveau, des musiciens. Il a remarqué que ceux qui progressaient le plus vite étaient les personnes qui s'entraînaient jusqu'aux limites de leurs capacités, là où elles faisaient encore des erreurs, et qu'elles corrigeaient leurs erreurs activement, au lieu de répéter toujours ce qu'elles savaient déjà faire. En d'autres termes, le progrès naît du déséquilibre. C'est en explorant cette limite fragile entre le succès et l'échec qu'on développe les connexions neuronales qui nous permettent de nous améliorer. Et puis n'oublions pas, J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs lui disant que son histoire n'avait aucun potentiel commercial. Michael Jordan a été éliminé de son équipe au basketball, il a été rejeté par un entraîneur. Walt Disney a été viré d'un journal pour manque d'imagination. Et en plus, avant de créer l'empire Disney tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a monté 2 entreprises et ils ont fait faillite. Alors quand j'ai compris que tomber faisait partie du processus, j'ai arrêté de vouloir éviter l'échec à tout prix. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi enfin à tenir l'équilibre. En entrepreneuriat, dans une carrière, dans n'importe quel projet, c'est la même chose. Le secret n'est pas de ne jamais tomber. Puis je peux vous le dire, mes actionnaires ne sont pas dans la salle. Non, le vrai secret, c'est de savoir comment tomber sans se briser. Alors allez-y, posez vos mains sur le tapis, tombez, mais tombez intelligemment. Parce qu'au bout du compte, c'est en apprenant à tomber qu'on finit par tenir debout. Merci.